mon ex-gendre a ri de nos craintes. Une petite gastro, disait-il, balayant d'un revers de main la souffrance de Chloé. Il ne voyait que sa carrière. Cette indifférence allait pourtant lui coûter des sommes considérables. Non pas seulement en euros sonnants et trébuchants, mais en dignité. Le prix de la vérité est parfois colossal, pour tous ceux qui osent la nier et préfèrent l'ignorance à la responsabilité. Avant d'écouter la suite, abonnez-vous et écrivez en commentaire le nom de votre ville. Ces petits liens rendent chaque histoire un peu plus humaine. Je m'appelle Antoine. J'ai dépassé la soixantaine. J'ai toujours cru qu'une fois mes enfants élevés, ma vie n'aurait plus rien à regretter. Mais un jour, j'ai compris, il y a des choses qu'on ne reçoit pas toujours en retour, même quand on donne tout. Je me souviens de ce couloir blanc. L'odeur d'antiseptique et le visage de ce médecin. Le docteur Fournier. Elle tenait son téléphone, la main tremblante, les yeux rougis. Les mots sont sortis de sa bouche, brisés, à peine audibles. Oui, c'est bien ça. Je dois appeler la police. C'était l'aube. Le silence de l'hôpital était seulement rompu par le bip régulier des machines et le sanglot contenu de cette femme. J'ai senti mon sang se glacer. La police. Pour ma petite Chloé. C'était un moment où le monde a basculé. Mais pour comprendre ce moment, il faut remonter quelques heures en arrière. À cette nuit d'automne, ordinaire, comme tant d'autres. Je suis un homme de routine, vous savez. Un ancien professeur de littérature à la Sorbonne, veuf depuis trop longtemps. Mes journées s'écoulent paisiblement dans mon petit appartement du 14e arrondissement, entre mes livres, mon café du matin et les visites de ma fille, Sophie. Sophie. Elle est mon encre. Ma fille unique, mon soleil. Elle a la trentaine bien entamée, une belle femme, forte, mais épuisée. Elle élève seule Chloé, ma petite fille adorée. 5 ans. 5 ans de rire, de questions incessantes, de dessins colorés qui recouvrent les murs de ma cuisine. Chloé, avec ses boucles blondes et ses yeux bleus, c'est toute ma joie. Sophie travaille dur. Serveuse le jour, vendeuse le soir dans une petite épicerie du quartier. Elle se bat, comme tant d'autres, pour joindre les deux bouts. Sa vie est un combat silencieux, et moi, son vieux père, j'essaie d'être son roc. Ce soir-là, j'étais plongé dans un roman du 19e siècle, une tasse de tisane fumante à mes côtés. La pluie caressait doucement ma fenêtre. Puis, mon téléphone a vibré. C'était Sophie. La sonnerie habituelle, mais dès que j'ai décroché, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Sa voix était un chuchotement, un murmure paniqué, à peine reconnaissable. « Papa ? » ?»« Oui, ma puce. »« Qu'est-ce qu'il y a ? » ?»« Tu vas bien ? » ?»« Chloé va bien ? » Il y a eu un silence, long, lourd. J'ai entendu sa respiration saccadée. Comme si elle avait couru un marathon. « Papa, il y a quelque chose qui bouge dans son ventre. » Mon esprit, engourdi par la chaleur de la pièce et la quiétude du soir, a mis un instant à comprendre. J'ai souri, essayant de la rassurer. « Ma chérie, c'est sans doute la digestion. Chloé a une imagination débordante, tu sais bien. »« Non, papa. Non. Ce n'est pas ça. » Sa voix s'est brisée. Je l'ai senti. Un truc. Comme si ça nageait. Le sourire sur mes lèvres s'est éteint. Je me suis redressé, mon livre tombant sur le parquet. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Où êtes-vous ? À la maison. Mais, j'ai peur, papa. J'ai vraiment très peur. Je lui ai dit de ne rien faire, d'attendre. Que j'arrivais. J'ai raccroché, les mains tremblantes. La chaleur de mon appartement s'était dissipée. Un frisson m'a parcouru. J'ai enfilé à la hâte le premier manteau que j'ai trouvé, un vieux caban en laine que ma femme m'avait offert il y a si longtemps. Sa présence, son souvenir, m'a donné une force étrange. Une sorte d'armure invisible face à l'inconnu qui m'attendait. Mon passé, ma défunte épouse,
semblait être là, à mes côtés. J'ai traversé le seuil de ma porte. Le monde, cette nuit-là, a cessé d'être familier. L'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, au cœur de Paris, était un labyrinthe de lumière froide et de bruits étouffés. Sophie était déjà là, Chloé dans ses bras, serrant Monsieur Nounours contre sa petite poitrine. Ma fille avait ce regard hagard, celui d'une mère dont le monde est sur le point de s'effondrer. Elle m'a vu, et ses yeux se sont un peu adoucis. Juste un peu. Chloé, elle, semblait vivre l'aventure comme un jeu. Ses boucles blondes éclairées par les néons blafards, elle regardait autour d'elle, les yeux grands ouverts. Grand-père, nous allons voir des docteurs magiques. Sa voix innocente résonnait dans le vacarme lointain des urgences pédiatriques. Le contraste était saisissant. Elle, si pleine de vie, face à l'angoisse silencieuse de sa mère et de son grand-père. Après une attente interminable, 45 minutes qui ont semblé durer des heures, rythmées par le gribouillage de Chloé sur un carnet de coloriage, nous avons finalement été appelés. Une petite pièce, aseptisée. Le genre d'endroit où l'on se sent soudain très seul, malgré la présence des siens. Le docteur. Isabelle Fournier est entrée. Une femme d'une trentaine d'années, le visage doux mais les traits tirés. Son stéthoscope pendait autour de son cou, un symbole rassurant de sa profession. Elle s'est présentée d'une voix calme, s'accroupissant pour se mettre à la hauteur de Chloé. Bonjour Chloé. Et qui est cet ami poilu? Chloé a brandi Monsieur Nounours avec fierté. C'est Monsieur Nounours. Il m'aide à être courageuse, parce que maman a l'air inquiète. Les yeux du médecin ont furtivement croisé ceux de Sophie, puis les miens. Un éclair de compassion, vite masqué par un professionnalisme inébranlable. C'est excellent, Monsieur Nounours fait un travail merveilleux. Alors Chloé, peux-tu me dire ce qui se passe dans ton ventre? La petite a hoché la tête avec gravité. Il y a quelque chose qui nage dedans. Comme un poisson, mais plus grand. Ça a commencé chez papa, mais c'était petit alors. Maintenant, ça bouge plus. Le docteur Fournier a posé des questions de routine. Douleur? Gêne? Chloé a répondu d'une voix claire, non, ça fait juste drôle. Comme des chatouilles. Puis, le médecin a posé son stéthoscope sur le petit ventre de Chloé, au-dessus de son pyjama à licorne. La pièce s'est tue. Seul le bruit étouffé de l'appareil résonnait. J'ai observé son visage. Attentif. Puis, un froncement de sourcils. Ses doigts se sont resserrés autour du stéthoscope. Un point. Elle a insisté. Et là, j'ai vu. Ses yeux. Une lueur de confusion, puis de l'incrédulité, avant que son expression ne devienne pétrifiée. Elle a retiré l'appareil, son geste, lent, lourd. Mais est-ce que vous entendez le petit poisson qui nage, docteur? A demandé Chloé, avec une innocence désarmante. Le docteur Fournier n'a pas répondu à Chloé. Elle a posé l'instrument sur la table, ses mains jointes. Elle a regardé Sophie, puis moi. Ses yeux bleus, d'abord professionnels, étaient maintenant emplis d'une peur que j'ai instantanément reconnue. Une peur viscérale. Votre fille a-t-elle passé du temps seule avec un adulte récemment, Madame Martin? Sa voix était plate, presque mécanique. Son père, peut-être? J'ai senti une chaleur monter en moi. Une flamme de colère. Sophie, elle, s'est figée. Son corps s'est tendu. Elle s'est sentie attaquée, jugée. Une mère célibataire, et voilà qu'on insinuait déjà le pire. Le docteur Fournier n'a pas attendu de réponse détaillée. Elle a simplement hoché la tête, comme si elle avait déjà tiré ses conclusions. Je vais devoir demander une échographie et des analyses de sang, Madame Martin. En urgence. Sa voix était à peine audible, un murmure qui trahissait son propre effroi. Je n'ai pas vu le petit poisson. J'ai vu la peur sur le visage du médecin. Et cela m'a glacé jusqu'aux os. L'attente pour l'échographie a été un calvaire silencieux. Sophie et moi étions assis côte à côte,
dans cette salle d'attente qui semblait vouloir nous broyer avec ses murs couleur crème et ses chaises inconfortables. Chloé, elle, avait fini son coloriage. Elle dormait maintenant, paisiblement, sa petite main agrippée à Monsieur Nounours, inconsciente de l'ouragan qui se préparait. Puis, une femme est apparue. D'âge moyen, le tailleur strict, le visage sans expression. Madame Dubois, de l'aide sociale à l'enfance, l'ASE. Son arrivée a résonné comme un gong funèbre. Un signe évident que le pire était envisagé. Je l'ai regardée. Elle portait une sacoche en cuir impeccable, contrastant avec l'uniforme fatigué des infirmières et le désordre ambiant. Elle s'est adressée à Sophie d'une voix polie, trop polie, empreinte d'une cordialité forcée qui dissimulait mal un jugement latent. Madame Martin, je comprends que la situation est délicate, mais mon rôle est d'assurer le bien-être de Chloé. Mon sang n'a fait qu'un tour. Assurer le bien-être de Chloé? Comme si Sophie était une menace. Ma fille, elle, a baissé les yeux. Fatiguée, humiliée. Les questions ont commencé à tomber, l'une après l'autre, comme des gouttes d'eau froide sur une pierre brûlante. Mais quel est l'environnement de vie de Chloé? Qui s'occupe d'elle en dehors de vous? Son ex-mari contribue-t-il financièrement de manière régulière? Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer un détail. Lorsque Madame Dubois a posé cette dernière question sur les finances de Julien, elle n'a pas regardé Sophie dans les yeux. Son regard était fixé sur un point au-dessus de l'épaule de ma fille, comme si Sophie n'était qu'un dossier parmi d'autres. C'était un regard qui portait le poids de tous les préjugés sociaux. Une mère célibataire qui peine, donc, forcément, quelque chose cloche. Mon indignation grondait. Un vieux lion blessé. Je me sentais impuissant, mais ma colère silencieuse était une promesse de vengeance. Sophie, épuisée, a répondu avec une dignité remarquable, malgré tout. Monsieur Moreau est consultant financier à Lyon. Il voit Chloé un week-end sur 2, et la moitié des vacances scolaires. Sa voix était un peu plus ferme. Les non, sa contribution n'est pas toujours régulière. Le silence qui a suivi était assourdissant. Finalement, Madame Dubois a rangé son calepin avec un petit claquement sec. Bien. Je reviendrai vous voir après les résultats des examens. Elle est partie, laissant derrière elle une atmosphère plus lourde encore. J'ai posé ma main sur celle de Sophie. Elle était glacée. Puis, le docteur Fournier est revenu. Son visage était encore plus pâle. Ses yeux. Il semblait avoir vu un fantôme. Elle nous a fait signe de la suivre dans une petite salle de consultation adjacente, laissant Chloé, toujours endormie, avec une infirmière. Madame Martin, Monsieur Antoine. Sa voix tremblait légèrement. Les résultats de l'échographie et des analyses sont arrivés. Elle a allumé un écran mural. Des images en noir et blanc sont apparues. Des formes indistinctes pour moi. Mais pas pour le médecin. Ce que nous voyons. Elle a hésité. Ce n'est pas possible. Médicalement, ce n'est tout simplement pas possible. Son regard s'est embué. Les larmes ont commencé à couler, silencieusement, le long de ses joues. Je n'avais jamais vu un médecin pleurer en salle de consultation. Pas comme ça. Pas avec cette détresse. C'est à ce moment-là que j'ai entendu le mot. Murmuré, presque inaudible, mais je l'ai entendu. La police. Ce soir-là, dans cette petite pièce stérile, le temps s'est arrêté. Nous étions face à un silence plus terrifiant que n'importe quel cri. Et vous, qui m'écoutez, avez-vous déjà connu un moment où la réalité semble se briser, où toutes vos certitudes s'effondrent? Partagez votre histoire dans les commentaires, si le cœur vous en dit point. Le lendemain matin, Julien Moreau, le père de Chloé, est arrivé de Lyon. Je l'ai vu traverser le hall de l'hôpital. Grand, élancé, impeccablement vêtu d'une chemise en lin bleu ciel et d'un pantalon de costume taillé sur mesure. Ses cheveux, châtain clair, étaient parfaitement coiffés. Il avait l'allure d'un homme d'affaires pressé, qui déteste perdre son temps. Et surtout, qui déteste être dérangé.
Il m'a à peine salué, se contentant d'un hochement de tête distrait. Son regard s'est posé sur Sophie, puis sur la porte de la chambre de Chloé. Il ne s'est pas précipité vers sa fille, endormie sous les appareils de surveillance. Non. Son premier réflexe a été de sortir son téléphone. Je l'ai vu composer un numéro, sa mâchoire se crispait. Il parlait à son avocat. Bien sûr. Sa réputation, avant tout. Qu'est-ce que c'est que ce cirque, Sophie? Sa voix, habituellement si posée, était maintenant teintée d'agacement. La dame de l'ASE, la police? C'est quoi cette histoire de conditions médicales sans précédent? Tu es sûr que tu ne dramatises pas un peu, comme d'habitude? J'ai senti la colère monter en moi, mais je l'ai contenue. Ce n'était pas le moment d'exploser. Sophie, elle, s'est recroquevillée. Les mots de Julien l'ont frappée de plein fouet. Elle espérait peut-être un peu de soutien, de compréhension. Elle n'a eu que du mépris. Julien, ce n'est pas le moment pour tes remarques, ai-je dit, ma voix, basse, mais ferme. Chloé est malade. Très malade. Il m'a toisé, ce regard condescendant qu'il a toujours eu envers moi. Le professeur à la retraite, le vieux qui ne comprend rien aux affaires. Écoute, Antoine, je sais que tu es attaché à Sophie, mais elle a toujours eu tendance à l'exagération. Une petite fièvre, et c'est la fin du monde. Il a sorti une carte bancaire platine. Je vais payer pour les meilleurs médecins. Les meilleurs. Ce n'est pas un problème d'argent. Je l'ai regardé, fixant ses yeux fuyants, son sourire forcé. Je l'ai défié d'un regard. As-tu remarqué quelque chose d'inhabituel cet été, Julien? Quand Chloé était avec toi à Lyon? Il a haussé les épaules, l'air détaché. Rien du tout. Elle était parfaitement bien. Joyeuse, normale. Juste une petite gastro de rien du tout pendant 2 jours en juillet. Après notre visite à l'aquarium de Paris. Les enfants attrapent tout et n'importe quoi quand ils changent d'habitude. Il a agité sa main, comme pour chasser une mouche agaçante. C'était le 17 juillet. Je l'ai noté dans mon agenda, je suis très organisé. C'était le lendemain de notre visite à l'aquarium. Une indigestion de crêpes, sans doute. Mon cœur a fait un bond. Le 17 juillet. Une gastro. L'aquarium de Paris. Des détails que Sophie ne m'avait jamais mentionnés. Des détails que Julien avait balayés d'un revers de main, les jugeant insignifiants. Mais pour moi, ces mots résonnaient. Comme une fausse note dans une symphonie. Un détail. Juste un détail. Mais parfois, les plus petits détails sont les plus importants. J'ai noté la date. Le lieu. L'air indifférent de Julien m'a empli d'une fureur froide. Il ne se rendait même pas compte de l'importance de ce qu'il venait de dire. Il ne voyait que la surface, l'image. Pas la douleur. Pas la vie de sa propre fille. Cette indigestion de crêpes était, pour lui, une simple anecdote. Pour moi, c'était le début d'une piste. Une piste à suivre, coûte que coûte. Les paroles de Julien, si légères et dédaigneuses, résonnaient dans ma tête. Une petite gastro, disait-il. Après l'aquarium. Mon instinct me hurlait que ce n'était pas une simple coïncidence. Il fallait creuser. J'ai proposé à Sophie de retourner au centre de santé municipal de Belleville, où Chloé avait ses consultations habituelles. Sophie, épuisée, a d'abord hésité. Papa, ce sont des paperasses. Et puis, ils n'ont jamais rien trouvé d'anormal. Nous allons y aller, ma puce, ai-je dit, ma voix, calme et résolue. Nous allons regarder. Chaque ligne. Chaque mot. Nous y sommes allés le soir même, à la fermeture, grâce à une infirmière compréhensive. Le centre de santé de Belleville. Un bâtiment un peu vétuste, à l'image des services publics qui peinent. Les murs étaient défraîchis, les néons clignotaient, et l'odeur de désinfectant se mêlait à celle de poussière. Les dossiers s'entassaient dans des classeurs usés.
Des piles de vie, de douleur, d'espoir. Nous nous sommes assis, côte à côte, dans une petite salle d'archivage. Sophie, sur une chaise en plastique, moi, sur une pile de carton. J'ai vu le dossier de Chloé. Un dossier fin, presque vide. Mon cœur s'est serré. Il devrait être épais, plein de bilans et de suivi. Nous avons commencé à feuilleter les pages jaunies. Des notes lapidaires, souvent rédigées à la hâte. Des visites de routine. Une toux. Un rhume. Et puis, nous avons trouvé. Une ligne, écrite au crayon, presque effacée, datée du mois d'avril. 4 mois avant l'épisode de l'aquarium. Chloé a des maux de ventre, ai-je lu à voix haute. Les diagnostiqués comme troubles digestifs courants. Prescrit un antiacide. Pas d'examen approfondi. Une colère froide a commencé à monter en moi. Un mal de ventre. Et on a balayé ça d'un revers de main. Mon regard a glissé plus loin. Un autre rendez-vous, en juin, juste avant qu'elle ne parte chez son père. Douleurs abdominales. Sensations bizarres. Antiacide renouvelé. Ma main a tremblé en tournant la page suivante. Je me suis souvenu de ma propre épouse. Ces derniers jours. La fatigue des médecins, le manque de temps. Les signaux d'alarme ignorés. Et puis, nous l'avons vu. Une feuille séparée, agrafée négligemment. Les résultats d'une analyse de sang de ce fameux mois d'avril. En bas de page, une petite note manuscrite. 2 lignes, écrites d'une encre bleue délavée. Structures cellulaires atypiques. Imagerie de suivi recommandée. Le silence est tombé dans la petite pièce. Un silence lourd, pesant, écrasant. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau. Le temps s'est arrêté. Sophie a posé sa main sur ma bouche, ses yeux emplis d'une horreur muette. Des cellules atypiques. Une imagerie de suivi recommandée. C'était là. Écrit noir sur blanc. Une alerte. Un signal. Une chance. Et ça avait été ignoré. Complètement oublié. Mon sang a bouilli. Pas une colère explosive, non. Une rage froide, implacable. Une rage calculée. Je me suis souvenu des visages fatigués des infirmières, du dossier mince de Chloé, des néons qui clignotaient. Mon regard s'est porté sur la carte vitale de Sophie, posée sur le comptoir à l'entrée. Une simple carte vitale, sans mutuelle complémentaire sophistiquée. Pour un instant, j'ai cru voir la véritable raison de cette négligence. Le système. Le système les avait abandonnés. Ma fille. Ma petite fille. J'ai refermé le dossier, lentement, avec une précision méticuleuse. J'ai posé ma main sur l'épaule de Sophie. Son corps était secoué de sanglots silencieux. Maintenant, nous savons, ai-je dit, ma voix basse, tremblante d'une émotion contenue. Nous savons. Et ils vont payer, Sophie. Chacun d'entre eux. Le lendemain, l'atmosphère de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière n'était plus la même. Le dossier de Chloé, autrefois un cas mystérieux, était devenu un cas sensible. Une table de réunion avait été improvisée dans une petite salle, trop éclairée, trop blanche. Sophie et moi étions là, face à l'équipe médicale. Le docteur. Isabelle Fournier, le visage tendu. Pierre Lambert, le chef du service de radiologie, un homme d'une 50aine d'années, l'air grave et l'autorité palpable. Et docteur Eleanor Vance, la spécialiste internationale que l'on avait fait venir en urgence, son regard perçant dissimulant mal une certaine curiosité scientifique. J'ai respiré profondément. Mon cœur battait la chamade, mais mon esprit était clair. La rage froide qui m'avait étreint la veille s'était transformée en une détermination inébranlable. J'ai posé le dossier de Chloé, le fameux dossier de Belleville, sur la table. Un geste délibéré, qui a coupé court à toute introduction. Permettez-moi de commencer par ce que nous avons découvert hier soir, ai-je dit, ma voix, calme et posée,
résonnant étrangement dans le silence. J'ai ouvert le dossier, page après page, avec une lenteur calculée. J'ai pointé du doigt les notes du mois d'avril. Lis ici des maux de ventre. Puis en juin. Douleurs abdominales. J'ai levé les yeux vers le docteur Fournier. Ces symptômes, docteur, ont été traités par des antiacides. Sans aucun examen plus poussé. Son visage a pâli. Elle a esquivé mon regard. P.R. Lambert, lui, a croisé les bras, l'air agacé. Docteur Vance, en revanche, m'observait avec une attention intense. Puis, j'ai sorti la feuille fatidique. La petite note manuscrite. Les voici, mesdames et messieurs, une analyse de sang du mois d'avril. Accompagnée de cette mention. J'ai lu, chaque mot pesant lourdement dans l'air. La structure cellulaire atypique. Imagerie de suivi recommandée. J'ai regardé le docteur Fournier droit dans les yeux. Cette recommandation, docteur, a-t-elle été suivie? Un silence. Long. Lourd. Insupportable. Docteur Fournier a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ses joues étaient écarlates. P.R. Lambert a toussé, puis a regardé ses pieds. Docteur Vance, elle, a tendu la main vers la feuille, son expression trahissant un mélange de choc et de fascination. C'est une négligence grave, a finalement lâché P.R. Lambert, sa voix, rauque. Je ferai ouvrir une enquête interne immédiatement. Ce n'était pas une excuse. C'était une admission. Une reconnaissance de la faute. Le ton de sa voix, la tension palpable dans la pièce. Cela m'a donné une satisfaction amère. Une petite victoire. Mais ce n'était que le début. La justice pour Chloé. Et pour Sophie. Pour toutes ces mères qui luttent, souvent ignorées par un système trop surchargé, trop pressé. Mon regard s'est posé sur Sophie. Son visage était encore pâle, mais ses épaules étaient moins courbées. Elle avait trouvé une force nouvelle. La force de la vérité. Après la confrontation, l'ambiance dans la salle de réunion est restée électrique, mais elle a changé de nature. La colère avait fait place à une sorte de curiosité scientifique, teintée d'une urgence que je n'avais jamais vue auparavant. P.R. Lambert a tenu parole, une enquête interne était lancée. Mais pour l'heure, l'attention était revenue à Chloé et à cet inexplicable mystère qui grandissait en elle. Docteur Eleanor Vance, la spécialiste aux yeux perçants, a pris la parole. À ses côtés, le docteur Samuel Garnier, un autre biologiste marin réputé, s'est joint à la discussion. Tous deux étaient arrivés de Londres et de Genève, mobilisés par l'étrangeté sans précédent du cas de Chloé. Leur voix était calme, analytique, mais je percevais une étincelle de fascination derrière leur professionnalisme. Monsieur Antoine, a commencé le docteur Vance, votre information sur la visite de Chloé à l'aquarium de Paris, puis cette gastro en juillet, est cruciale. Elle a affiché sur l'écran des images en 3 dimensions, complexes, des scans de Chloé. Puis, une autre image est apparue, une créature marine translucide, avec des filaments étranges, comme sortis d'un autre monde. Nous pensons, d'après les photos de Monsieur Moreau et les rapports de l'aquarium, que Chloé aurait pu être exposée à des cellules d'un organisme très rare. Un pyrosome. Un pyrosome. Le nom résonnait comme un mythe ancien. Docteur Garnier a expliqué les propriétés uniques de cette créature, sa capacité à se reproduire, sa régénération extraordinaire. Je me suis senti comme dans un roman de Jules Verne, un de ceux que je lisais à Chloé avant qu'elle ne s'endorme. Mon esprit, d'habitude si ancré dans la littérature, était forcé d'embrasser cette réalité. Une réalité scientifique. Nous sommes retournés auprès de Chloé. Elle était éveillée, assise sur son lit, Monsieur Nounours toujours à ses côtés. Une infirmière lui avait donné une tablette pour regarder des dessins animés, mais elle ne prêtait attention qu'à son ventre. « Maman, papa, il danse quand je lui parle », a-t-elle dit, ses petits doigts effleurant son abdomen. « Il me fait des câlins de l'intérieur.
Docteur Vance a posé son stéthoscope, puis un autre appareil, plus sophistiqué. Les moniteurs ont commencé à afficher des courbes complexes. 2 rythmes distincts. 2 pulsations. Les ondulations sur le ventre de Chloé étaient visibles, subtiles, mais bien là. Et ce qui nous a tous stupéfiés, c'est que ces ondulations semblaient réagir. Au son de la télévision, aux paroles de Chloé, même à l'expression de nos visages. L'intégration a développé une forme de conscience partagée, a murmuré le docteur Vance, plus à elle-même qu'à nous. C'est extraordinaire. Mon cœur a serré. Une conscience partagée. Ma petite fille, liée à une entité inconnue. C'était à la fois terrifiant et fascinant. Les docteurs se sont retirés pour une réunion d'urgence, laissant Sophie et moi seuls avec Chloé. Elle nous a regardés, ses grands yeux bleus emplis d'une sagesse inattendue. Il a peur, a-t-elle chuchoté, posant sa main sur son ventre. Il ne veut pas être seul. Cette nuit-là, dans la chambre d'hôpital de Chloé, nous avons été témoins d'un phénomène que la science n'avait jamais vu auparavant. Un enfant, un être mystérieux et un lien indéfinissable. Si vous m'écoutez encore, merci de m'aider avec le commentaire numéro 1 ci-dessous, afin que je puisse être juste quant à ce qui s'est passé et à tous les voyages avec mes nouveaux amis lors de ce voyage. Ma présence est ma plus grande motivation pour continuer à assister à la fin de la fête, à toutes les créatures mystérieuses qui sont apparues et à la justice révélée. Les jours suivants ont été un tourbillon de tests. Échographie plus poussée, IRM de dernière génération, des échantillons cellulaires analysés sous tous les angles. L'hôpital de la Pitié-Salpêtrière est devenu le théâtre d'une collaboration scientifique intense, où Dr Vance et Dr Garnier menaient la danse, leur visage affichant une concentration absolue. Sophie et moi, nous observions, tendus, priant pour une réponse. Une réponse claire. Finalement, après des heures de travail acharné, Dr Vance et Dr Garnier nous ont appelés. Leurs visages, fatigués, portaient cependant une lueur d'excitation, mêlée d'une gravité que je n'ai pas aimée. Ils ont affiché sur l'écran principal des images 3D de l'intérieur de Chloé. Des images d'une complexité ahurissante. Monsieur Antoine, Madame Martin, a commencé le docteur Vance, sa voix, calme mais chargée d'une signification profonde. Nous avons trouvé la vérité. Et elle est, inattendue. Elle a pointé une zone sur l'écran. Une structure organisée, avec des motifs distincts, pulsant de vie. Ce n'était pas chaotique comme une croissance tumorale typique. Ce n'était pas non plus une créature marine, telle que le pyrosome. Ce n'est pas une entité extérieure, Madame Martin, a-t-elle expliqué. Ce n'est pas un parasite. C'est une partie de Chloé elle-même. Une tératome d'un genre, sans précédent. Un tératome. Le mot m'a frappé comme un coup de massue. Un type de tumeur. Mais le docteur Garnier a vite ajouté, mais pas n'importe quel tératome. Celui-ci a développé une structure neuronale rudimentaire, une capacité d'intégration jamais observée. Il est composé de cellules de Chloé, des cellules totipotentes qui ont le potentiel de se transformer en n'importe quel tissu. Mon esprit était en ébullition. Une partie de Chloé. Une partie d'elle. Pas un envahisseur. Mais comment cela avait-il pu arriver? Dr Vance a alors affiché le résultat de l'analyse sanguine du mois d'avril. Celle que Sophie et moi avions dénichée dans le dossier de Belleville. La petite note manuscrite. Les structures cellulaires atypiques et dont nous parlions plus tôt, a-t-elle dit, sa voix s'assombrissant, étaient les prémices de ce développement. Ces cellules sont restées dormantes pendant un temps, jusqu'à ce qu'un catalyseur externe les réveille. Les composés marins, provenant de l'aquarium, ont agi comme ce catalyseur, accélérant une croissance qui avait déjà commencé. J'ai fermé les yeux. La rage m'a de nouveau envahi. Une rage froide, mais cette fois-ci, dirigée. Dirigée contre l'incompétence. La négligence. Le système. Donc, ai-je dit, ma voix, basse et rauque, tout ceci aurait pu être évité. Si quelqu'un avait simplement suivi une recommandation.
Docteur Vance a hoché la tête, un regard de profonde tristesse dans les yeux. Très probablement, monsieur Antoine. Dans son état dormant, une imagerie aurait permis de détecter cette anomalie bien plus tôt. Sophie a éclaté en sanglots silencieux, sa tête dans mes mains. Le poids de la culpabilité, de l'impuissance, était insoutenable. Mais ce n'était pas sa faute. C'était la faute d'un système aveugle, d'une routine qui tuait. J'ai pris la main de Sophie, la serrant fermement. Mon regard s'est porté sur l'écran, sur l'image complexe de ce qui était à la fois une partie de Chloé et un mystère scientifique. Nous allons faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais, ai-je dit, ma voix, ferme, emplie d'une détermination nouvelle. Pour Chloé, et pour tous les autres enfants. Ce n'était pas une menace. C'était une promesse. Et la promesse que j'avais faite n'était pas une parole en l'air. Mon âme de vieux professeur, habitué à la rigueur et à l'analyse, s'est transformée en celle d'un stratège. Je ne voulais pas de grands discours à la télévision, pas de scandales bruyants. Je voulais la justice. Une justice silencieuse, implacable, qui frapperait là où ça fait le plus mal, dans les rouages du système et dans l'image parfaite de Julien. Le premier pas a été de trouver le bon allié. J'ai contacté Maître Bertrand, un avocat réputé pour son intégrité et sa discrétion, mais aussi pour son efficacité redoutable dans les affaires de responsabilité médicale. Je lui ai présenté le dossier complet, les comptes rendus des médecins de la Pitié-Salpêtrière, les analyses de Dr Vance et Dr Garnier, et bien sûr, ce fameux dossier de Belleville, avec la note manuscrite oubliée. Maître Bertrand a étudié les documents, ses yeux perçants cachés derrière de fines lunettes. Son visage est resté impassible, mais j'ai vu la lueur dans son regard. Monsieur Antoine, c'est un dossier très solide. Une négligence avérée. Et Julien Moreau, ai-je ajouté. Il a toujours minimisé les symptômes. Il a ignoré des signes clairs. L'avocat a noté quelque chose dans son carnet. La responsabilité parentale. Il a esquissé un sourire ténu. L'intéressant. La bataille légale n'a pas fait la une des journaux. Elle s'est déroulée dans l'ombre, à travers des courriers recommandés, des réunions discrètes, des expertises. Chaque pièce du dossier était une épine dans le pied du centre de santé municipal de Belleville. Nous avons demandé une indemnisation substantielle, non seulement pour les frais médicaux et le préjudice moral, mais aussi pour la perte de chance de Chloé d'avoir été diagnostiquée plus tôt. C'était une manœuvre calculée, visant à les forcer à reconnaître publiquement leurs fautes et à réformer leurs pratiques. Pendant ce temps, j'ai aussi instruit Maître Bertrand de s'occuper de Julien. Non pas pour lui extorquer de l'argent n'était pas ma seule motivation. Mais pour lui faire payer là où ça comptait le plus pour lui, sa réputation. Maître Bertrand a envoyé une lettre à l'avocat de Julien. Une mise en demeure qui n'accusait pas de violence physique, mais de négligence parentale grave et de manque de discernement manifeste face à la santé de son enfant. Des mots simples, mais qui sonnaient comme des cloches funèbres dans le monde de l'image de Julien. Julien, au début, a ri. Son avocat a qualifié cela de tentative de chantage. Ils ont proposé un petit arrangement, quelques dizaines de milliers d'euros, juste pour nous faire taire. Un mouchoir pour nos larmes. J'ai refusé. Catégoriquement. Ce n'est pas une question d'argent, ai-je dit à Maître Bertrand. C'est une question de principe. Il doit comprendre ce qu'il a fait. La guerre a continué. Les pressions se sont intensifiées. Le centre de santé de Belleville a d'abord nié, puis a essayé de minimiser. Mais face à la rigueur de notre dossier, face à la note manuscrite indéniable et aux analyses des plus grands spécialistes, ils ont commencé à vaciller. Un soir, Julien m'a appelé. Sa voix n'était plus celle du consultant arrogant. Elle était tendue, presque suppliante. Antoine, cette histoire commence à me poser des problèmes. Des clients posent des questions. La réputation. Je l'ai écouté, sans un mot. La réputation. C'était bien là que je voulais le frapper. Il avait ignoré la santé de sa fille,
mais il ne pouvait pas ignorer sa propre image. La vengeance n'est pas toujours douce, mais elle peut être juste. Et dans mon esprit, la justice, c'était de faire éclater la vérité, dans le silence des procédures, pour que personne n'oublie jamais ce qui était arrivé à ma petite Chloé. Personne. 6 mois se sont écoulés depuis ce jour où ma vie, celle de Sophie et celle de Chloé, a basculé. 6 mois de bataille silencieuse, d'espoir fragile et de résilience inébranlable. Aujourd'hui, je me tiens devant la porte de la chambre de Chloé. Le soleil du matin inonde la pièce, peignant des rayures dorées sur son lit. Elle est assise là, ses boucles blondes auréolées de lumière, préparant son petit sac à dos pour son premier jour de retour à l'école. Non pas une école ordinaire, mais une école spécialisée qui saura l'accompagner. Le centre de santé municipal de Belleville a finalement été contraint de reconnaître ses torts. Pas dans un grand éclat médiatique, mais par une décision de justice qui a obligé à une réorganisation complète de ses procédures de suivi. Les familles n'ayant pas les moyens d'une mutuelle sophistiquée bénéficieraient désormais d'un suivi plus attentif. C'était une victoire, silencieuse, mais une victoire pour tant d'autres enfants. La justice avait été rendue. Financièrement, Sophie a reçu une indemnisation de 250 000 €, une somme qui lui a permis de respirer, de quitter ses 2 emplois et de se consacrer entièrement à Chloé. Et Julien. Lui, la punition a été différente. Moins visible, mais plus profonde pour un homme obsédé par son image. La décision de justice, bien que discrète, a circulé dans les cercles financiers de Lyon. Les mots « négligence parentale grave » étaient comme une tache indélébile sur son dossier, sur sa réputation. Son flux de clients a diminué. Il a dû accepter de travailler à distance, une forme de relégation. Il a perdu son image de père modèle, de consultant irréprochable. C'était la justice. Une justice qui n'a pas brisé l'homme, mais a brisé le masque. Chloé. Ma petite Chloé. Elle a appris à vivre avec harmonie. C'est le nom qu'elle a donné à l'entité en elle. Parce que nous apprenons à vivre en harmonie, grand-père, m'a-t-elle expliqué un jour, avec la simplicité bouleversante des enfants. Le docteur Vance et le docteur Garnier ont développé un protocole unique, stabilisant la croissance, créant un équilibre subtil entre Chloé et cette partie extraordinaire d'elle-même. Les bilans réguliers montrent que le tératome ne se développe plus, mais s'est intégré, devenant une partie stable de son système. Julien, lui aussi, a changé. Moins flamboyant, plus présent. Il vient la chercher à l'école certains après-midi. Il lui raconte des histoires. Sa punition l'a forcé à regarder au-delà de ses propres intérêts. Nous sommes prêtes, papa, a dit Sophie, sa voix, plus forte, plus sereine. Toutes les deux. Chloé a fermé son sac à dos, son journal spécial, offert par Dr Vance pour consigner ses expériences uniques, précieusement glissées à l'intérieur. Elle s'est tournée vers nous, son sourire d'enfant mêlé d'une sagesse qui n'appartenait qu'à elle. L'harmonie dit que l'école sera amusante. Nous allons apprendre tant de choses ensemble. Alors que nous accompagnions Chloé à l'arrêt du bus, je me suis souvenu des paroles de Dr Vance. La découverte du cas de Chloé avait permis de diagnostiquer plus tôt 3 autres enfants présentant des tératomes dormants. Le nouveau protocole de dépistage avait déjà commencé à faire la différence. J'ai regardé ma petite fille monter dans le bus, Monsieur Nounours fermement serré sous son bras. Elle s'est retournée, nous a fait un dernier signe de la main. Parfois, les choses les plus effrayantes se révèlent être les plus spéciales, a-t-elle dit, sa voix, claire et douce. C'est ce que Harmonie m'a appris. Sophie et moi sommes restés là, main dans la main, observant le bus s'éloigner. Notre fille. Ma petite fille. Un voyage extraordinaire nous avait transformés. Plus que jamais, nous étions une famille. L'histoire de Chloé, que je viens de vous raconter, s'achève ici. Que pensez-vous des décisions que j'ai prises pour elle, pour Sophie? Auriez-vous agi différemment si vous aviez été à ma place, face à tant d'injustices et d'inconnus? Partagez vos réflexions, vos émotions, dans les commentaires ci-dessous. Je les lis toujours avec attention, chaque mot compte pour moi.
Si ce récit vous a touché, vous a fait réfléchir sur l'humilité, le courage ou la valeur de la vérité, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de le partager avec quelqu'un que vous savez sensible à ces histoires profondes. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne Les Voix du Cœur pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations des mystères de l'existence humaine. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine histoire et qui sait, la prochaine fois, ce sera peut-être la vôtre, celle que vous aurez à nous confier.